La police a appelé alors qu'une perfusion était encore scotchée à mon bras. Je me souviens du bruit exact du téléphone vibrant contre le plateau en plastique à côté du lit d'hôpital. Un son feutré, impatient, totalement déplacé au milieu des bips réguliers du moniteur cardiaque. J'ai failli l'ignorer. Les hôpitaux voudraient ça attendre les infirmières, attendre les résultats, attendre la permission. Mais quand j'ai vu un numéro inconnu s'afficher, quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Pas exactement de la peur, plutôt de l'instinct. Le genre d'instinct qui vous dit que c'est important. J'ai répondu la bouche sèche et la voix faible, sentant encore le goût de l'antiseptique et le tiraillement de l'aiguille quand j'ai bougé le poignet. Monsieur, a dit la voix, calme et professionnelle. Ici la police. Nous devons vous parler concernant une plainte formelle. Je ne le savais pas encore, mais cet appel était le moment précis où ma vie s'est scindée en deux. L'infirmière venait juste de finir de régler mon goutte à goutte quand l'appel est arrivé. Elle était jeune, des taches de rousseur sur le nez, avec ce genre de calme qu'on acquiert qu'en voyant la douleur tous les jours sans la laisser nous suivre à la maison. Elle m'a demandé si j'avais besoin d'autre chose. De l'eau. Une autre couverture. J'ai secoué la tête. Mon corps était fatigué d'une manière qui semblait ancienne, comme si mes os avaient emprunté de l'énergie qu'ils ne pouvaient pas rembourser. 2 semaines d'hospitalisation font ça. 2 semaines d'examen, de scanner, de nuits silencieuses où le plafond devient votre ami le plus proche. Quand j'ai répondu au téléphone, j'ai gardé ma voix stable. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à faire ça, garder une voix stable quand les réunions devenaient tendues, quand les chiffres ne collaient pas, quand les gens attendaient des réponses que je n'avais pas encore. Monsieur Delorme, a demandé l'homme. Oui. Je suis le lieutenant Roche. Je vous appelle concernant une plainte déposée contre vous, une accusation de harcèlement. J'ai attendu la suite de la phrase, la partie où il dirait « Il y a eu une erreur ou nous avons besoin d'éclaircissement ». Au lieu de cela, il y a eu une pause juste assez longue pour laisser le mot s'installer entre nous. Harcèlement, ai-je répété, plus confus qu'alarmé. Oui, monsieur. La plainte indique que vous avez suivi votre femme pendant plusieurs mois à travers 3 villes différentes. J'ai baissé les yeux sur mon bras, le pansement transparent, le léger bleu qui fleurissait dessous. Ma main tremblait légèrement, mais pas de panique. La faiblesse fait ça. La déshydratation, les médicaments. J'ai pressé mes doigts l'un contre l'autre jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Je suis désolé, ai-je dit prudemment. Vous avez dit ma femme? Oui, Madame Delorme a déposé la plainte. Elle signale un comportement de surveillance répété. Nous avons des dates, des lieux, des dépositions. Pendant un instant, la chambre a semblé plus petite. Rien de dramatique, pas de vertige, pas d'acouphène, juste une pression subtile comme si l'air s'était épaissi. J'ai jeté un coup d'œil au tableau blanc sur le mur en face de moi. Mon nom écrit au marqueur bleu. La date d'aujourd'hui. Statut, hospitalisé. Lieutenant, ai-je dit, je suis hospitalisé. C'était là, le détail qui aurait dû mettre fin à la conversation. Au lieu de cela, il a dit, nous savons que vous êtes souffrant. Cela n'invalide pas automatiquement une plainte. Souffrant? Comme si j'avais la grippe? Comme si je n'étais pas encore relié à une machine qui bipait chaque fois que mon cœur décidait de me rappeler qu'il faisait des heures supplémentaires. Je n'ai pas quitté ce bâtiment, ai-je dit. Je peux à peine aller aux toilettes sans aide. Il y a eu une autre pause, plus courte cette fois, mesurée. Monsieur Delorme, a-t-il dit, nous aurons besoin que vous veniez répondre à quelques questions quand vous en serez capable. C'est une accusation grave. Grave. Ce mot a atterri différemment. Pas comme une menace, mais comme une étiquette, une qui colle une fois appliquée. Pouvez-vous me donner les dates, ai-je demandé. Il a hésité. C'est quelque chose que nous verrons en personne. J'ai besoin de savoir maintenant, ai-je dit. Ma voix était toujours calme, mais quelque chose de plus tranchant s'y était glissé. Vous avez parlé de 3 villes. Oui. Lesquelles, monsieur? Je l'ai entendu expirer doucement, comme s'il pesait la coopération contre le protocole. Lyon, Bordeaux, Nice. J'ai presque ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était impossible. Lieutenant, j'ai été admis ici il y a 14 jours. Avant cela, j'étais en soins ambulatoires. Je n'ai pas pris le train ni l'avion depuis des mois.
Nous vérifierons tout, a-t-il dit. Pour l'instant, considérez ceci comme une notification formelle. Après avoir raccroché, je suis resté assis là à fixer le téléphone jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Le moniteur bipait. Quelque part dans le couloir, j'entendais le grincement d'un chariot métallique roulant sur le carrelage. Le son me rappelait une cloche d'avertissement. Une routine douce, facile à ignorer si vous ne saviez pas mieux. Je n'avais pas peur d'être arrêté. Ça m'a surpris. Ce qui s'est installé dans ma poitrine à la place était quelque chose de plus froid, de plus lourd. L'humiliation a un poids. Elle s'accroche. Et je savais avec une clarté qui me donnait la nausée que quelqu'un à côté de qui je dormais depuis 15 ans venait de me transformer en une histoire. Le genre d'histoire que les gens répètent. Le genre qui n'a pas besoin de preuves pour voyager. J'ai demandé l'heure à l'infirmière. Elle a vérifié ma fiche. 15h20. Elle a dit, vous n'avez pas quitté l'étage de la journée. Comme toujours. Comme toujours. Après son départ, j'ai appelé ma femme. Ça a sonné 4 fois avant qu'elle ne décroche. Bruit de rue en arrière-plan. Une voiture qui passe. Des voix que je ne reconnaissais pas. Allô, a-t-elle dit, trop décontractée. Qu'est-ce qu'il y a? La police vient de m'appeler, ai-je dit. Silence. Pas long, juste assez. La police, a-t-elle demandé. Pourquoi? Ils ont dit que tu avais déposé une plainte, ai-je continué. Que je te harcelais. Elle a ri. Un son court. Sec. Tu es confus. C'est les médicaments. Je suis lucide, ai-je dit. Est-ce que tu as fait ça? Tu ne vas pas bien, a-t-elle répondu. J'ai juste demandé conseil. J'ai besoin de paix. Paix. Encore ce mot. Les gens l'utilisent quand ils veulent dire distance ou contrôle. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai besoin que tu me dises quelque chose, ai-je dit. As-tu dit que je t'avais suivi à Lyon, Bordeaux et Nice? Une autre pause, plus longue cette fois. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit. Tu pousses, tu surveilles, tu ne t'en rends pas compte. Je suis dans un lit d'hôpital, ai-je dit doucement. Ça n'efface pas les habitudes, a-t-elle répondu. Et puis, tout aussi rapidement, je dois y aller. La ligne a coupé. J'ai fixé le plafond, la petite fissure près du luminaire qui ressemblait à une rivière sur une carte. Quelque part entre les bips et les pas lointains, quelque chose s'est installé en moi. Pas de la colère, pas de la peur. Une décision. J'ai appuyé sur le bouton d'appel et demandé à l'infirmière des copies de mes relevés de médicaments, mes dossiers d'admission, les horodatage, tout. Si quelqu'un voulait transformer mon nom en arme, j'allais avoir besoin de faits. Des faits froids, propres. Je n'allais pas expliquer. J'allais prouver. J'ai dormi par fragments cette nuit-là. Le genre de sommeil où votre corps s'éteint, mais votre esprit continue de marcher. Chaque fois que je somnolais, le mot harcèlement refaisait surface, détaché de son sens, comme une étiquette flottant dans l'eau. Au matin, ma bouche avait un goût de métal et ma tête semblait lourde, mais mes pensées étaient précises. La clarté a une façon de se manifester quand l'incrédulité se dissipe. La première chose que j'ai faite a été de demander mon dossier complet. Pas le résumé qu'on vous donne à la sortie. Pas la version polie dépouillée de détails, mais le dossier complet. Heure des médicaments, notes des infirmières, constante vitale, chaque entrée avec un horodatage. L'infirmière en chef a levé un sourcil mais n'a pas discuté. Les hôpitaux fonctionnent sur la documentation. Ils comprennent la preuve. Vous voulez des copies maintenant, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Tout depuis le jour de mon admission. Elle a hoché la tête et pris une note. Ça va prendre un peu de temps. C'est bon. Pendant que j'attendais, j'ai appelé le numéro que le lieutenant Roche avait utilisé. Je suis tombé sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message court, calme et factuel. Ici Marc Delorme. Je suis actuellement hospitalisé. J'ai demandé mes dossiers médicaux et mes registres. Je vous les fournirai dès que je les recevrai. Veuillez confirmer les dates indiquées dans la plainte. Pas d'émotion, pas de défense, juste une demande de chronologie. C'était le premier changement.
Je pouvais le sentir. Jusque-là, j'avais réagi, absorbant le choc, repassant la voix de ma femme en boucle, essayant de concilier l'image de la femme que j'avais épousée avec l'accusation qu'elle avait lancée dans le monde. Mais réagir brûle de l'énergie. La stratégie la conserve. Vers midi, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était elle. « Pourquoi rappelles-tu la police ?» a-t-elle demandé, l'irritation perçant à travers la ligne. « Je coopère, ai-je dit. Tu as dit que tu voulais la paix. Ça ne veut pas dire qu'il faut envenimer les choses. Je clarifie, ai-je répondu. Il y a une différence. Elle a soupiré, longuement et théâtralement. Marc, tu n'as pas l'air d'être toi-même. J'ai l'air de quelqu'un qui veut les faits. Tu es épuisé, a-t-elle dit. Tu as été malade. Tu deviens obsessionnel quand tu es stressé. C'était là. La forme de l'histoire qu'elle construisait. Pas juste que je la suivais, mais pourquoi? Le mari inquiet devient instable. La maladie brouille le jugement. Des schémas émergent. C'était un récit propre. Un récit que les gens reconnaissent. Je dois te demander quelque chose, ai-je dit, et j'ai besoin d'une réponse franche. Elle n'a pas répondu. As-tu dit qu'il je t'observais ou que je suis apparu là où tu ne m'attendais pas? Je leur ai dit ce que je ressentais, a-t-elle dit. À quel point je me sentais en danger. En danger, ai-je répété, pendant que j'étais admis ici. Ça n'annule pas ce qui s'est passé avant, a-t-elle dit. Tu déformes tout. J'ai mis fin à l'appel avant que ma voix ne change. En milieu d'après-midi, l'infirmière est revenue avec une enveloppe Kraft assez épaisse pour compter. Je l'ai remerciée et j'ai attendu qu'elle parte avant de l'ouvrir. Les dates ont sauté aux yeux immédiatement. Admission, transfert, procédure, chaque mouvement enregistré par la main de quelqu'un d'autre. J'ai ressenti un étrange réconfort dans cette rigidité. Le papier ne spécule pas. Il ne déduit pas de mobile. J'ai feuilleté jusqu'au registre des médicaments. C'était là, à l'encre noire. 15h20, antibiotiques administrés par voie intraveineuse. Patient resté au lit. J'ai fixé l'heure. 15h20. La voix de l'infirmière a résonné dans ma tête depuis la veille, comme toujours. J'ai pris des photos des pages avec mon téléphone, en prenant soin d'inclure les en-têtes et les signatures. Puis j'ai remarqué autre chose. Un registre des visiteurs agrafé à l'arrière. Nom, heure. Le nom de ma femme apparaissait 2 fois la semaine dernière. Visite courte, 15 minutes, 20 minutes. Pas de temps passé à traîner, pas de main tenue pendant les visites des médecins. Je me suis souvenu qu'au début, elle restait jusqu'à minuit, s'endormant sur la chaise près de la fenêtre. Quelque part en chemin, ça s'était arrêté. J'ai fait défiler mon téléphone, regardant notre historique de messages. Il y avait un schéma là aussi, une fois que je me suis autorisé à le voir. Des appels manqués que j'avais écartés comme étant des réunions. Des réponses qui arrivaient des heures plus tard, vagues et sèches. J'avais fait confiance à l'explication parce que la confiance est efficace. On ne questionne pas chaque vide. À 16h47, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas elle. Alerte de sécurité. Nouvelle connexion détectée. Le logo de ma banque brillait sur l'écran. Le message était bref mais sans équivoque. Localisation, Bordeaux. L'une des 3 villes. Je n'ai pas ressenti de panique. J'ai ressenti un alignement. La façon dont les choses s'emboîtent quand des points séparés partagent soudainement une ligne. J'ai appuyé sur l'alerte et suivi les instructions pour sécuriser le compte. La voix automatisée m'a demandé de confirmer l'activité récente. J'ai dit non. Elle a signalé la connexion comme suspecte et bloqué l'accès. Reconnaissez-vous cet appareil, a demandé la représentante quand j'ai été transféré. Non, ai-je dit, je suis dans un lit d'hôpital. Elle a marqué une pause. Monsieur, la tentative de connexion a utilisé des identifiants liés à votre ancien téléphone. Mon ancien téléphone? Celui que j'avais rendu il y a des mois quand j'avais changé de modèle. Celui que ma femme avait dit qu'elle garderait en sécurité, juste au cas où. Pouvez-vous me dire l'heure de la tentative, ai-je demandé. 16h31. J'ai regardé le registre des médicaments. 16h30, rinçage de la perfusion, signature de l'infirmière.
J'ai besoin d'un rapport de cette tentative, ai-je dit, avec les eurodatages et les données de localisation. Elle a accepté et m'a donné un numéro de référence. Je l'ai noté au dos d'une brochure de sortie, mon écriture plus stable que je ne l'espérais. Après avoir raccroché, je suis resté assis là à écouter le rythme du moniteur. Ça m'a frappé alors, pas comme une peur, mais comme une conclusion, ce n'était pas à propos d'une accusation ou même d'un mensonge. C'était une structure, une histoire construite pour déplacer de l'argent, de la sympathie, de l'autorité, pour faire pencher le monde d'une certaine façon. Cette nuit-là, je n'ai pas appelé ma femme. J'ai appelé mon frère, Thomas. « Peux-tu me rendre un service ?» ai-je demandé. « Passe à la maison demain. Regarde juste. Ne confronte personne. » Il y a eu une pause. « Ça va ? » Je suis lucide, ai-je dit. C'est la partie importante. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon application de notes et commencé une liste. Date, heure, ville. Je ne collectionnais pas des sentiments. Je construisais une séquence, et quelle que soit l'histoire qu'elle racontait dehors, j'avais fini d'être un personnage dedans. Mon frère est allé à la maison le lendemain matin. Je connaissais l'heure parce qu'il m'a d'abord envoyé un simple « j'y suis », puis plus rien pendant plusieurs minutes. Dans ces minutes, mon esprit a fait ce qu'il ne s'était pas permis de faire jusqu'alors, il a rempli le silence avec des possibilités. J'ai gardé les yeux sur le goutte à goutte, comptant les secondes entre les gouttes comme si c'était un métronome, me gardant ancré à la chambre. Quand son nom a finalement allumé mon écran, j'ai répondu immédiatement. Les serrures sont différentes, a-t-il dit sans préambule. Différentes, pas cassées, pas endommagées. Changées. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé, bien que j'ai déjà compris. Nouvelle quincaillerie, a-t-il répondu. Une marque différente pour le verrou. Quelqu'un l'a remplacé récemment. J'ai fermé les yeux. La maison était à mon nom bien avant notre mariage. Refinancée une fois, certes, mais toujours sous ma signature. Nous étions d'accord là-dessus. D'accord comme le sont les adultes quand ils pensent que les accords sont permanents. Tu as frappé, ai-je demandé. Ouais, pas de réponse. J'ai imaginé la porte d'entrée, la fenêtre étroite en haut, la façon dont la lumière frappe le sol l'après-midi. Je m'étais tenu là 1000 fois avec les courses, les clés qui cliquetaient, ne pensant à rien de plus sérieux que le dîner. Autre chose, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Ouais, la boîte aux lettres était ouverte. Ouverte comment? Comme si quelqu'un l'avait fouillée. Pas juste des pubs. En désordre, mais intentionnel. J'ai senti quelque chose de froid se glisser derrière mes côtes. Pas de la peur, de la reconnaissance. Peux-tu vérifier avec la voisine, ai-je demandé. Madame Lenoir, en face. Je l'ai déjà fait, a-t-il dit. Elle a dit qu'elle t'a vu hier. J'ai laissé les mots se poser. Elle a dit quoi, ai-je demandé. Elle a dit qu'elle t'a fait signe vers 16 heures. Tu portais une casquette de baseball. J'ai regardé l'horloge murale au-dessus de la porte. 9h12. À 16h hier, ai-je dit lentement, on vérifiait mes constantes. Je sais, a-t-il dit. Je lui ai dit ça et elle a hésité. Puis elle a dit, peut-être que ce n'était pas lui. Juste quelqu'un qui lui ressemblait. Ressemblait. Cette phrase encore, la silhouette d'un homme. Assez familier pour passer à distance. Assez inconnu pour disparaître quand on l'interroge. A-t-elle mentionné quelqu'un d'autre, ai-je demandé. Elle a dit que ta femme était avec lui. J'ai expiré par le nez, longuement et contrôlé. L'infirmière a jeté un coup d'œil depuis l'embrasure de la porte, vérifiant mon moniteur. Je lui ai fait un pouce levé. Tout allait bien. Ce n'était pas le genre de douleur que les machines enregistrent. As-tu vu une voiture, ai-je demandé. Ouais, garée devant. Une berline foncée, plaque de Gironde. Gironde. Bordeaux. Ville numéro 2. Ne touche à rien, ai-je dit. N'essaie pas la porte à nouveau. Pars juste. Tu veux que j'appelle quelqu'un, a-t-il demandé. Pas encore. Après avoir raccroché, j'ai demandé à l'infirmière de relever légèrement mon lit et de m'apporter de l'eau. J'avais besoin que mon corps soit fonctionnel. Ma tête l'était déjà. J'ai appelé la banque à nouveau, demandant cette fois le service des fraudes.
Je leur ai donné le numéro de référence de la veille. La femme au bout du fil parlait vite, efficacement. Nous avons signalé 2 tentatives de connexion, a-t-elle dit. Toutes 2 depuis Bordeaux, même signature d'appareil. Pouvez-vous confirmer si des virements sont passés, ai-je demandé. Aucun virement réussi, a-t-elle dit. Mais il y a eu une tentative de modification de vos coordonnées. Quel genre? Email et téléphone de récupération. J'ai dégluti. Vers quoi? Elle les a lus. L'email n'était pas le mien. Le numéro de téléphone se terminait par des chiffres que je ne reconnaissais pas. Pouvez-vous me dire quand ces changements ont été tentés, ai-je demandé. Hier après-midi, entre 16h20 et 16h45. J'ai regardé à nouveau le registre des médicaments sur ma table de chevet. Rinçage de perfusion, vérification de la tension artérielle, signature de l'infirmière. S'il vous plaît, ajoutez une note, ai-je dit, indiquant que j'étais hospitalisé pendant ces tentatives. Elle a accepté et envoyé une confirmation à mon email actuel. Quand j'ai raccroché, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Sophie, ma femme. Pourquoi la banque m'appelle-t-elle, a-t-elle exigé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Marc, a-t-elle dit sèchement. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai sécurisé mes comptes, ai-je dit. Parce que quelqu'un a essayé d'y accéder depuis Bordeaux. Un silence plus lourd qu'avant. C'était probablement juste un bug, a-t-elle dit. Tu surréagis. Un bug qui connaissait mon ancien téléphone, ai-je répondu, et qui a essayé de changer mes informations de récupération. Tu m'accuses maintenant, a-t-elle claqué. Je documente, ai-je dit, comme tu me l'as appris. Elle a ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. C'est exactement ce que je leur ai dit, a-t-elle dit. Tu déformes les choses. Tu es obsédé. Je suis dans un lit d'hôpital, ai-je répété, plus doucement cette fois. Quelqu'un se tenait devant ma maison hier en portant mon visage. C'est de la folie, a-t-elle dit. Tout comme déposer une plainte disant que je t'ai suivi à travers 3 villes. Elle a raccroché. Plus tard cet après-midi-là, le lieutenant Roche a retourné mon appel. Nous avons confirmé que la plainte inclut des signalements dans les 3 villes, a-t-il dit. Lyon, Bordeaux, Nice. J'aimerais les heures, ai-je dit. Il a hésité, puis a cédé. Lyon mardi dernier, 18h15. Bordeaux hier, 16h30. Nice il y a 2 semaines. Je les ai notés. À côté de chacune, j'ai ajouté ce que je savais déjà. Lyon, soins intensifs, sortie progressive. Visiteurs enregistrés. Bordeaux, médicaments à 16h. Alerte banque. Changement de serrure. Nice, imagerie ambulatoire. Témoignage de l'infirmière. Je vais vous envoyer la documentation, ai-je dit. Ce sera utile, a-t-il répondu. Et pour la première fois, sa voix a changé. Pas du doute, pas de la croyance, de la considération. Après avoir raccroché, Thomas a envoyé un nouveau SMS. Cette fois, il y avait une vidéo en pièces jointes. C'était granuleux. Filmé de l'autre côté de la rue. L'angle prenait le devant de ma maison, l'allée, le trottoir. Un homme se tenait près de la porte, casquette basse, même taille que moi, même carrure. À côté de lui, ma femme faisait un geste vers la serrure. L'homme a hoché la tête. Ils sont entrés ensemble. Je l'ai regardé 2 fois, 3 fois, ne cherchant pas le drame, cherchant les détails, la façon dont il bougeait, la façon dont il favorisait son pied droit. Je boite du côté gauche depuis l'université. Ce n'était pas moi, mais de l'extérieur, de la rue, de la fenêtre d'un voisin, c'était assez proche. J'ai sauvegardé la vidéo, je l'ai étiquetée avec la date et l'heure. Puis j'ai ouvert mon application de notes et ajouté un nouvel en-tête. Usurpation d'identité. Quelqu'un ne racontait pas seulement une histoire sur moi. Il la portait. Et plus je regardais la chronologie, plus cela devenait clair. Les villes n'étaient pas aléatoires. C'étaient des endroits pratiques où l'argent circule, où la paperasse peut être signée, où la présence compte. Quoi que ce fût, c'était plus gros qu'un mensonge. C'était une construction. Et je voyais enfin le plan. Au moment où le soleil plongeait derrière l'aile ouest de l'hôpital,
j'ai compris quelque chose qu'il m'a fallu des années pour apprendre en affaires et un coup de téléphone pour réapprendre en mariage. Les gens ne se tournent pas vers la paperasse quand ils sont émotifs. Ils s'y tournent quand ils sont stratégiques. L'avocate a répondu à la deuxième sonnerie. Marc Delorme, ai-je dit, j'ai besoin d'aide ce soir. Elle ne m'a pas demandé de ralentir. C'est pour ça que j'avais gardé son numéro depuis des années. Dites-moi le problème, a-t-elle dit. Je lui ai tout dit. L'appel de la police, les villes, l'alerte bancaire, les serrures changées, l'homme qui me ressemblait. Je n'ai pas dramatisé. J'ai listé les faits comme je le ferais dans une réunion de conseil quand les chiffres sont mauvais mais indéniables. Quand j'ai fini, il y a eu un court silence. Pas de confusion, du calcul. Ce n'était pas impulsif, a-t-elle dit. C'était construit. Cette phrase a atterri plus durement que n'importe quelle accusation. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Ça veut dire qu'elle ne réagit pas à vous, a-t-elle dit. Elle se positionne contre vous légalement, financièrement, socialement. J'ai bougé dans le lit, le moniteur répondant par un bref pic. Elle a déposé une plainte pour harcèlement. Oui, a dit l'avocate, parce que ça ouvre des portes, ordonnance de protection, procédure d'urgence. Ça lui donne un levier pour contrôler l'accès à la maison, au compte joint, peut-être même à votre réputation au travail. J'ai fixé le plafond à nouveau, traçant la fissure comme une frontière sur une carte. Il y a plus, a-t-elle continué. Quand quelqu'un prétend avoir peur, les institutions bougent plus vite. Banques, tribunaux, employeurs. Ils n'ont pas besoin de preuves au début. Ils ont besoin de plausibilité. Plausibilité, ai-je dit. Elle a dit que j'étais instable. L'avocate n'a pas semblé surprise. C'est standard. Maladie plus obsession égale récit, surtout si l'homme est calme et ne se défend pas bruyamment. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce qu'on fait? On sépare l'émotion de l'action, a-t-elle dit. Et on bouge dans 3 directions à la fois. Elle a esquissé le plan calmement, comme si elle dessinait un plan d'étage. Premièrement, a-t-elle dit, procuration. En avez-vous déjà signé une? Oui, ai-je admis, il y a des années après une opération, pour plus de commodité. Alors nous devons la révoquer immédiatement. Si elle a l'autorité légale d'agir en votre nom, elle peut ouvrir des portes que vous ne pouvez pas fermer depuis un lit d'hôpital. J'ai senti une pulsation derrière mon œil. Pouvons-nous faire ça à distance? Oui, avec une procédure d'urgence. Je vais m'en arranger. Deuxièmement, a-t-elle continué, protection bancaire. On gèle tout. Compte bancaire, accès retraite. Vous ne voulez pas qu'elle déplace de l'argent pendant que l'histoire est encore en train de se former. Et troisièmement. Les preuves, ai-je demandé. On ne discute pas avec son histoire. On l'étouffe. Ce mot, étouffer, n'était pas violent. Il était précis. Vous avez déjà les dossiers médicaux, a-t-elle dit. C'est fort, mais nous avons besoin de preuves institutionnelles que quelqu'un d'autre agit en votre nom. Images de caméra, registre de visiteurs, toute tentative d'accès à vos dossiers. Ma femme a essayé d'obtenir mes dossiers hospitaliers, ai-je dit. Je l'ai vu sur le registre des visiteurs. L'avocate a inspiré brusquement. C'est important. Pourquoi? Parce que les dossiers médicaux sont votre alibi, a-t-elle dit. Si elle les contrôle, elle contrôle la chronologie. Après avoir raccroché, j'ai demandé le bureau de sécurité de l'hôpital. Ils ont envoyé un superviseur dans ma chambre, un homme dans la cinquantaine avec un calme professionnel et un badge clipsé à sa ceinture. Vous aviez des questions sur des images, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Bureau des admissions, hier après-midi. Il a hoché la tête. Nous pouvons vérifier, mais la diffusion nécessite une demande formelle. Je vous la ferai parvenir, ai-je dit. Ce soir. Il a regardé la perfusion, le lit, les moniteurs. Vous allez bien? Je suis lucide, ai-je dit. C'est suffisant. Il est parti et la chambre a semblé différente après, comme si une ligne avait été franchie. Pas vers le chaos, mais vers la procédure. À 20h12, mon téléphone a vibré à nouveau. Une notification du portail de l'hôpital. Demande de dossier médical reçu. Je me suis assis droit, ignorant la douleur dans ma colonne vertébrale. Je n'avais pas fait cette demande.
J'ai appelé le service des archives immédiatement. Ici Marc Delorme, ai-je dit. Je viens de recevoir un avis disant que j'ai demandé des copies de mon dossier médical. Ce n'est pas le cas. La femme au bout du fil a hésité. Nous avons reçu une demande en personne plus tôt aujourd'hui. En personne, ai-je répété. Oui, un représentant a présenté une pièce d'identité. Ma gorge s'est asséchée. Qui? Je ne suis pas autorisé à divulguer des noms, a-t-elle dit prudemment. Mais il a déclaré agir en votre nom. Quand, ai-je demandé. Fin d'après-midi, vers 16h. 16h encore. Veuillez bloquer toute diffusion immédiatement, ai-je dit. Ajoutez un mot de passe de sécurité à mon dossier et préservez les images du bureau des archives. Il y a eu une pause. Puis son ton a changé. Je vais prévenir l'administration. Quand l'appel s'est terminé, j'ai fixé mes mains. Elles étaient stables. Mon corps était encore faible, mais mon esprit avait basculé dans quelque chose de plus tranchant que la colère. Elle ne m'accusait pas seulement. Elle essayait d'effacer la preuve qui me disculperait. J'ai envoyé un SMS à mon avocate. Elle a tenté d'accéder à mes dossiers médicaux en personne. La réponse est revenue rapidement. Bien. C'est une erreur de sa part. Le sommeil n'est pas venu du tout cette nuit-là. Pas à cause de l'anxiété, mais parce que la forme du plan continuait de se clarifier. Chaque mouvement qu'elle avait fait avait un but. Chaque ville correspondait à une opportunité. Chaque accusation était du temps pour créer de la distance. Distance de ma maison, distance de mon argent, distance de ma propre crédibilité. J'ai ouvert mon application de notes à nouveau et ajouté un autre en tête. Contrôle par les institutions. Juste avant minuit, l'infirmière est venue vérifier mes constantes. Elle a souri doucement, ignorant que l'homme dans le lit n'était plus juste un patient. Tout va bien, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit sincèrement. Tout est documenté. Elle a ri doucement. Bien. C'est comme ça que les choses se font ici. Après son départ, j'ai fixé la fenêtre sombre. Quelque part dehors, ma femme racontait une histoire qui me peignait comme une ombre, une menace, un homme qui suivait de trop près. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'était que le système même qu'elle utilisait pour me piéger commençait déjà à enregistrer ses pas. Le papier se souvient, et le papier ne prend pas parti. La première fois que je l'ai vu clairement, c'était sur le téléphone de mon frère. Il est venu à l'hôpital juste après-midi, le masque tiré sous le menton, les yeux fatigués de la façon dont seule la famille semble fatiguée, comme s'ils avaient porté quelque chose pour vous sans le dire. Il s'est tenu à côté de mon lit et a tourné l'écran vers moi. Ça vient du voisin d'en face, de l'autre côté de l'allée, a-t-il dit. Angle différent. La vidéo était courte, 12 secondes, pas de son. Un homme sortait de ma maison. Pas une maison, et ma maison. Même taille, mêmes épaules larges, casquette de baseball tirée bas. Il a marqué une pause au bas des marches, a ajusté sa veste et s'est tourné juste assez pour que la caméra attrape le côté de son visage. De loin, du coin de l'œil, d'un endroit où personne n'attend de tromperie, c'était moi. Mais j'ai regardé attentivement. La façon dont il s'appuyait sur sa jambe droite, la raideur dans ses épaules. J'ai passé 20 ans à compenser une blessure du côté gauche. On ne désapprend pas ça 100 ans. Ce n'est pas moi, ai-je dit. Je sais, a répondu mon frère. Mais la plupart des gens ne regarderont pas aussi attentivement. C'était le but. Le voisin avait ajouté une note en envoyant le clip. Je pensais que ça pourrait t'aider. Lui et ta femme se disputaient à propos de la serrure. La serrure? Elle était là, ai-je demandé. Oui, a dit mon frère. Elle est entrée après lui. J'ai laissé l'image s'installer. Pas la trahison qui était déjà un fait acquis, mais la logistique de la chose. Ce n'était pas le chaos. C'était une répétition. Tu l'as reconnu, ai-je demandé. Mon frère a hésité. Je ne l'ai pas reconnu au début, mais j'y ai réfléchi. À quoi? À quelqu'un qui bougeait comme ça. Même carrure, même tranche d'âge. Je savais avant qu'il ne le dise. Le nom a fait surface, non invité. Eric, a-t-il dit. Son ancien collègue. La chambre a semblé plus calme, comme si l'air s'était ajusté autour de la vérité.
Eric avait été là il y a des années, un consultant, toujours poli, toujours planant juste à l'extérieur des conversations. Je me souvenais de lui surtout parce qu'il imitait les gens, leur ton, leur posture. Ça le rendait facile à oublier et difficile à cerner. Il est de Bordeaux, a ajouté mon frère. Ville numéro 2. Après son départ, j'ai demandé au superviseur de la sécurité de l'hôpital de revenir. Nous nous sommes assis ensemble dans un petit bureau au bout du couloir, mon fauteuil roulant coincé à côté du bureau. Il a sorti les images du service des archives. L'horodatage brillait dans le coin. 16h18. Un homme en veste sombre s'approchait du comptoir. Confiant, familier. Il s'est penché et a parlé doucement à l'employé. La caméra a attrapé son profil alors qu'il remettait un document. Puis une deuxième silhouette est entrée dans le cadre. Ma femme. Elle n'a pas touché le comptoir, n'a pas parlé. Elle se tenait un demi-pas derrière lui, bras croisés, yeux scannant la pièce, attendant. Vous le reconnaissez, a demandé le superviseur. Oui, ai-je dit. C'est l'associé de ma femme. Et elle, a-t-il demandé. Oui. Il a hoché la tête lentement. Ils l'ont identifié comme votre représentant. J'ai senti quelque chose s'installer au fond de ma poitrine. Pas de la rage, pas du chagrin, mais de la certitude. Puis-je avoir une copie de ces images, ai-je demandé. Avec une demande formelle, a-t-il dit. Elle arrive, ai-je répondu. Cet après-midi-là, mon avocate a organisé la procédure à distance. Le visage de l'assistante du notaire est apparu sur l'écran de mon téléphone. Neutre, professionnel. Confirmez-vous que vous révoquez tous les pouvoirs précédemment accordés à votre épouse, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit clairement. Et que cette décision est prise librement, sans coercition? Oui. Elle a validé le document numériquement. Mon avocate a confirmé la réception. Une porte fermée. Une autre notification est arrivée quelques instants plus tard. Celle-ci venait du système interne de mon employeur. Demande de réunion, revue d'urgence. Présence requise. J'ai fixé l'objet du message. Les revues d'urgence n'étaient pas courantes. Présence requise l'était pire. J'ai appelé les RH. Y a-t-il un problème, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Nous avons reçu des inquiétudes, a dit la femme prudemment. Concernant votre disponibilité et votre stabilité. Stabilité. Le mot encore. Quelles inquiétudes, ai-je demandé. Nous pourrons en discuter pendant la réunion. Qui les a soulevées, ai-je insisté. Une autre pause, plus longue. Votre femme nous a contactés, a-t-elle dit. Par souci pour vous. Par souci. La phrase la plus flexible de la langue française. J'y assisterai, ai-je dit, à distance. Bien sûr, a-t-elle répondu, le soulagement glissant dans son ton. Après la fin de l'appel, j'ai senti le poids de tout cela, pas émotionnellement, mais structurellement. Maison, banque, hôpital, travail. Elle touchait à chaque pilier à la fois. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé en revue les images image par image, comparé les horodatages, recoupé avec mes dossiers médicaux. L'homme, Eric, apparaissait à Bordeaux le même après-midi où la banque avait signalé la connexion. Les images de ma maison le plaçaient là pendant que je recevais des médicaments. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une chorégraphie. À 2h17 du matin, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Arrête de pousser. Tu es malade. Reste tranquille. Pas de signature. Pas de menace. Juste une instruction. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je l'ai transféré à mon avocate et je l'ai ajouté au dossier. Le matin, le lieutenant Roche a rappelé. Nous avons examiné les documents que vous avez envoyés, a-t-il dit. Il y a des incohérences. Dans le récit de qui, ai-je demandé. Dans le sien, a-t-il admis. Nous allons avoir besoin de déclarations supplémentaires. Je les fournirai, ai-je dit, avec des images. Il y a eu un bref silence. Monsieur Delorme, a-t-il dit, quelqu'un se faisait passer pour vous. Oui, ai-je répondu. Et quelqu'un l'a aidé. Au moment où l'appel s'est terminé,
j'ai senti quelque chose d'inconnu remuer sous la fatigue. Pas la victoire, mais l'élan. Ils avaient construit un double pour me remplacer dans le monde pendant que je restais immobile. Ce sur quoi ils n'avaient pas compté, c'était tout ce qu'un homme voit quand il est forcé d'arrêter de bouger. Et plus je regardais les images, plus cela devenait clair. Le double pouvait imiter ma silhouette. Mais il ne pouvait pas reproduire mon emploi du temps. Le palais de justice sentait le désinfectant et le vieux papier. Je l'ai remarqué immédiatement. La différence entre les lieux construits pour guérir et les lieux construits pour juger. Les hôpitaux bourdonnent, les tribunaux retiennent leur souffle. Chaque son semblait plus tranchant qu'il ne le devait. Chaussures contre carrelage, le raclement d'une chaise, le murmure bas des conversations qui s'arrêtaient quand quelqu'un d'officiel passait. Je suis arrivé en fauteuil roulant, pas pour la sympathie, pour l'honnêteté. Mon médecin avait signé pour une mobilité limitée. Rester debout longtemps rendait encore ma vision floue et mes jambes peu fiables. Je pouvais marcher, techniquement, mais je n'étais pas là pour jouer l'effort. J'étais là pour présenter des faits. Et les faits se fichent de la façon dont vous entrez dans une pièce. Mon avocate marchait à côté de moi, un dossier mince sous le bras. Pas épais, pas dramatique, juste assez de papier pour changer la température. De l'autre côté du couloir, ma femme se tenait avec son avocat. Elle portait un pull gris doux, les cheveux tirés en arrière lâchement, un maquillage léger et soigné. L'inquiétude, pas la colère. La peur, pas l'accusation. C'était un costume choisi pour la salle. Elle ne m'a pas regardé au début. Quand elle l'a fait, son expression a vacillé, surprise, irritation, quelque chose comme du calcul, et puis s'est installée dans un calme travaillé. Marc, a-t-elle dit doucement, comme si nous nous croisions par hasard à l'épicerie. J'ai hoché la tête une fois, rien de plus. Nous avons été appelés peu après. La juge aux affaires familiales était une femme dans la soixantaine avec des lunettes de lecture perchées bas sur son nez, le genre de personne qui avait vu assez d'histoires pour savoir quand quelqu'un essayait trop fort. Monsieur Delorme, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à mon dossier. Vous savez qu'il s'agit d'une demande d'ordonnance de protection basée sur des allégations de harcèlement? Oui, madame la juge, ai-je répondu. Et vous comprenez la gravité de cette affirmation? Je la comprends. Elle s'est tournée vers ma femme. Madame Delorme, vous pouvez commencer. Ma femme a parlé doucement, prudemment. Elle a décrit la peur, l'inconfort, le sentiment d'être observée. Elle a parlé de me voir ou de croire me voir dans des endroits où je n'aurais pas dû être. Lyon, Bordeaux, Nice. Elle a mentionné la maladie, l'instabilité, l'obsession. Elle n'a pas mentionné de date. Quand elle a fini, la salle était silencieuse, pas sympathique, en attente. La juge m'a regardé. Monsieur Delorme. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé le silence travailler. Pas comme du théâtre, mais parce que se précipiter a toujours l'air défensif. Je ne conteste pas que ma femme ait eu peur, ai-je dit calmement. Je conteste la cause. Mon avocate s'est levée et a remis le dossier au greffier. Nous aimerions soumettre des dossiers médicaux, a-t-elle dit. Relevé de médicaments, horodatage d'admission et de visiteurs, tous certifiés. La juge a hoché la tête. Allez-y. J'ai repris la parole. Madame la juge, aux dates où ma femme prétend que je la suivais, j'étais hospitalisé. J'ai inclus des registres montrant qu'on m'administrait des médicaments par voie intraveineuse à l'heure exacte où elle signale m'avoir vu. La juge a ajusté ses lunettes, scannant les pages. Lyon, a-t-elle demandé. Soins intensifs, sortie progressive, ai-je répondu. Infirmière présente. Bordeaux. Antibiotique 4 a ajouté mon avocate. 16h20, signature de l'infirmière. Nice. Imagerie ambulatoire, ai-je dit. Témoignage et registre. La juge a levé les yeux. Madame Delorme, pouvez-vous expliquer comment votre mari se trouvait dans ces lieux tout en étant sous surveillance médicale continue? Ma femme a hésité, juste une fraction de seconde trop longtemps. J'ai peut-être fait une erreur sur l'heure exacte, a-t-elle dit, mais je sais ce que j'ai ressenti. La juge a hoché la tête lentement. Les sentiments ne sont pas des preuves. Mon avocate s'est levée à nouveau. Nous soumettons également des alertes de sécurité bancaire montrant une tentative de connexion depuis Bordeaux pendant le même créneau horaire, a-t-elle dit,
utilisant des identifiants liés à l'ancien appareil de Monsieur Delorme, actuellement en possession de Madame Delorme. Le front de la juge s'est plissé. L'avocat de ma femme s'est éclairci la gorge. Madame la juge, c'est hors sujet aussi. Ça concerne la crédibilité, a interrompu la juge. Puis mon avocate a lancé la vidéo. D'abord, la vidéo de sécurité de l'hôpital. Un homme, Eric, s'approchant du bureau des archives. Ma femme debout derrière lui. Horodatage visible. Puis le clip de la caméra de sonnette de ma maison. Un homme correspondant à ma carrure entrant avec ma femme. L'ambiance de la salle a changé. La juge s'est penchée en avant. Madame Delorme, qui est cet homme? Les lèvres de ma femme se sont entr'ouvertes, fermées, ouvertes à nouveau. Un ami, a-t-elle dit. Il m'aidait. Il vous aidait à faire quoi? A demandé la juge. C'était là. La question pour laquelle elle n'avait pas répété. Mon avocate a parlé. Madame la juge, cet individu a usurpé l'identité de Monsieur Delorme dans plusieurs lieux. Nous pensons que la plainte pour harcèlement a été utilisée pour établir un faux récit pendant que l'accès financier et institutionnel était exploité. La juge s'est tournée vers moi. Monsieur Delorme, pourquoi n'avez-vous pas signalé cela plus tôt? Parce que j'étais hospitalisé, ai-je dit simplement. Et parce que je n'ai pas compris ce qui se passait avant que la police n'appelle. Le silence s'est installé à nouveau. La juge a expiré. Je rejette la demande d'ordonnance de protection. Ma femme s'est raidie. Cette affaire, a continué la juge, nécessite une enquête plus approfondie. Je transmets les incohérences de ce rapport au procureur de la République. Elle a frappé une fois avec son marteau. À l'extérieur de la salle d'audience, ma femme s'est approchée de moi, la voix basse. Tu as transformé ça en guerre, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. C'est toi qui l'as fait. Alors que j'avais encore une perfusion dans le bras, elle est partie. Je suis resté assis là un moment de plus, mes mains reposant sur les roues du fauteuil. Je ne tremblais pas. Je n'étais pas soulagé. J'étais stable parce que pour la première fois depuis l'appel, l'histoire s'était fissurée. Et une fois qu'un récit se fissure, il ne se referme jamais de la même façon. L'enquête ne s'est pas terminée avec le coup de marteau. C'est quelque chose que les films ne montrent pas. Ils font croire que la vérité arrive en un seul moment, frappe du poing sur la table, et tout le monde est d'accord pour passer à autre chose. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La vraie vie est plus calme, plus lente. Elle demande de la patience au moment exact où vous êtes le plus épuisé. Je suis retourné à l'hôpital cet après-midi-là pour observation, mon médecin a insisté. Les tribunaux drainent un autre type d'énergie, et mon corps négociait encore sa guérison. Alors qu'il me ramenait dans la même chambre, le même lit, le même moniteur clignotant avec une loyauté mécanique, j'ai ressenti une étrange symétrie. J'avais quitté cette chambre accusée. J'y revenais clarifié. Pas innocenté, pas encore. Clarifié. Mon avocate a appelé 1 heure plus tard. Ils ouvrent une enquête formelle, a-t-elle dit. Dénonciation calomnieuse, usurpation d'identité, tentative de fraude. Contre elle, ai-je demandé. Contre toute personne impliquée, a-t-elle répondu prudemment. Y compris l'homme qui se faisait passer pour vous. J'ai fermé les yeux, laissant les mots se poser. Et mon casier? Nous déposons une requête pour effacer la plainte, a-t-elle dit. Vu les preuves médicales, ça ne devrait pas vous suivre. Vous suivre comme une ombre, comme une rumeur qui n'a pas besoin de vérité pour continuer à marcher. Au cours des jours suivants, les pièces sont arrivées régulièrement. La banque a confirmé que les tentatives de connexion étaient liées à un numéro de téléphone secondaire ajouté à mon compte des mois plus tôt, un numéro que je n'avais jamais utilisé, un numéro tracé jusqu'à Eric. Les agences de crédit ont confirmé des demandes que je n'avais pas autorisées aux petites, exploratoires, le genre que quelqu'un lance avant de faire un plus gros mouvement. La revue de mon employeur s'est terminée calmement. Les RH ont envoyé un bref message. Aucune action requise. Nous vous souhaitons un bon rétablissement. Pas d'excuses, mais pas de tâches non plus. J'ai pris ça comme une victoire. La police a interrogé ma voisine. Les images, les chronologies, les reçus de changement de serrure. Chaque fait seul aurait pu être balayé. Ensemble, ils racontaient une histoire que personne n'avait besoin d'embellir.
Ma femme n'a pas rappelé. Elle a envoyé un message, court, neutre. On devrait parler. Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que certaines conversations n'existent que pour vous ramener dans la confusion. Je n'étais plus confus. Une semaine plus tard, j'étais sorti. Sortir de l'hôpital semblait différent d'y entrer. Pas triomphant, mais ancré. J'ai marqué une pause aux portes automatiques. La lumière du soleil frappant mon visage plus fort que je ne l'espérais. Mon corps était plus mince, plus lent, mais mon centre tenait bon. Je suis allé directement à la maison avec mon avocate présente. Les serrures ont été changées à nouveau cet après-midi-là. Mon frère a aidé. La maison sentait légèrement l'inconnu, l'air qui avait circulé sans moi. Une plante près de la fenêtre était en train de mourir. Le courrier empilé sur le comptoir. Ma vie mise en pause au milieu d'une phrase. Dans la chambre, j'ai trouvé mon vieux téléphone dans un tiroir, éteint, chargé, attendant. Je ne l'ai pas allumé. Certaines preuves n'ont pas besoin d'être rouvertes. L'avis final est arrivé 2 semaines plus tard. Ordonnance de protection refusée. Plainte classée sans suite. Absence d'infraction. Casier vierge. J'ai fixé les mots plus longtemps que nécessaire. Pas parce que je ne les comprenais pas, mais parce que j'avais besoin de les sentir atterrir. Je n'ai pas célébré. J'ai mis à jour les bénéficiaires, changé les mots de passe, fermé des comptes, ouvert de nouveaux. Un travail calme, nécessaire, le genre que personne n'applaudit mais dont tout le monde bénéficie. Un soir, alors que j'étais assis seul dans le salon, la même pièce où quelqu'un d'autre avait porté ma silhouette, j'ai pensé à quel point j'étais passé près de perdre quelque chose d'invisible mais d'essentiel. Mon nom. Pas les lettres, le sens, les hypothèses que les gens font quand ils l'entendent, la confiance qui y est attachée, la façon dont il avance devant vous dans des pièces où vous n'êtes pas encore entré. J'avais été malade. J'avais été immobile. Et quelqu'un a essayé d'utiliser cette immobilité pour me remplacer. Ce qui m'a sauvé n'était pas la colère, ni les cris, ni les fantasmes de vengeance. C'était la séquence. Les faits ne crient pas. Ils s'accumulent. Ils attendent. Et quand ils parlent enfin, ils n'ont pas besoin de permission. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ceci, la confiance n'est pas un sentiment. C'est une structure. Et les structures ont besoin de responsabilité, pas d'espoir. Si vous écoutez ceci et que quelque chose vous semble familier. Si vous avez déjà été étiqueté alors que vous étiez trop fatigué pour vous défendre, si quelqu'un a utilisé le souci comme une arme, si votre silence a été pris pour de la faiblesse, faites une pause un instant. Vous n'avez pas besoin d'exploser pour être fort. Vous avez besoin d'une chronologie. J'aimerais savoir où cette histoire vous a touché. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous nous écoutez. Si vous avez vécu quelque chose comme ça, vos mots pourraient être la preuve dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer à documenter sa propre vérité. Nous partageons des histoires comme celle-ci chaque jour. Des histoires calmes, réelles sur la dignité, la résilience et le moment où quelqu'un décide de reprendre son nom. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Et restez avec nous, parce que ce voyage, notre voyage, ne se termine pas avec la survie. Il continue avec la clarté.